Hello mes petits macros tocabillos, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette vidéo pour vous proposer un petit bilan de mi-parcours de mon année de lecture écoulée. Et pour ce faire, je vous propose qu'on s'attelle à répondre aux 11 questions du Mid-Year Freakout Book Tag et on va y aller sans plus tarder. Et je tiens tout de même à souligner la difficulté que j'ai eue à ne pas utiliser la même réponse pour quasiment toutes les questions. Je vous jure, j'ai dû prendre sur moi, mais promis, j'ai fait au mieux et je crois qu'on s'en sort pas si mal. On attaque donc tout naturellement avec la première question puisque je dois vous parler de ma meilleure lecture de l'année jusqu'à présent. Et je vais vous parler d'une prière pour les cimes timides écrite par Becky Chambers et publiée aux éditions de l'Atalante. Ce livre, c'est un très court roman qui est le deuxième tome d'une duologie qui s'appelle Histoire de moines et de robots et qui raconte l'histoire de Frère Dex, un moine de thé qui un beau jour va se rendre compte que sa vie n'a aucun sens, qu'il ne trouve plus vraiment de raison d'exister et de continuer à poursuivre sa petite routine comme il le fait depuis des années. C'est la raison pour laquelle Frère Dex va donc partir en quête de quelque chose de bien spécifique, sauf que sur sa route va débouler Omphale, un robot. A priori ça peut sembler anodin, sauf que dans cette société futuriste un peu utopiste où l'homme est revenu à des bases beaucoup plus saines, à un rapport très apaisé avec la nature, avec les ressources, avec l'environnement, les robots ont décidé de prendre la tangente il y a de ça des centaines d'années parce qu'ils en ont eu marre d'être instrumentalisés suite à leur prise de conscience. Ils ont juste décidé de quitter l'humanité, leur créateur, et de se retirer du monde. C'est la raison pour laquelle croiser un robot c'est un petit peu un événement et les deux vont donc apprendre à se côtoyer et afin de mutualiser leurs intérêts respectifs, ils vont décider de faire un bout de chemin ensemble et c'est tout simplement la porte ouverte à un tas de réflexions philosophiques comme sait si bien le faire Becky Chambers sur le corps, la nature, la passion, le sens donné à sa vie, les échanges, la société humaine. On aborde parfois les tatouages et les prothèses d'un point de vue éthique. Bref, dit comme ça peut paraître très abscon, mais c'est un récit très tendre, très humain, reposant, sécurisant, dans lequel il ne se passe rien de mal. On est tout simplement plongé dans cette humanité qui a retrouvé le sens des proportions et le sens des réalités. C'est une respiration extraordinaire, c'est bien écrit, c'est bien amené, ce duo est attachant au possible, c'est drôle, il y a des petites pointes d'humour qui sont distillées pour mon plus grand bonheur. Bref, c'est un coup de cœur absolu. Je vous jure que pour la question 2 dans laquelle je vais vous parler de la meilleure suite de séries publiées cette année, j'ai hésité à remettre du Becky Chambers mais je me suis abstenue. Je vais vous parler du non moins excellent Sauveur et Fils écrit par Mario de Muraille ainsi que sa fille Constance. Grande nouveauté puisque c'est le premier tome de la série qui est écrit à 4 mains et c'est un très grand oui de ma part parce que j'avais peur que mon intérêt pour la série finisse par s'émousser parce que 6 volumes c'était déjà pas mal et je ne sais pas, j'avais comme une petite appréhension à l'idée qu'incorporer une nouvelle autrice pourrait peut-être amoindrir l'intensité ou enlever de la fluidité à la narration, mais rien de tout cela. Au contraire, j'ai pris un grand plaisir à suivre Sauveur et toute la farandole de personnages qui gravitent autour de lui. Et si vous n'avez jamais entendu parler de cette série, déjà je vous en ai parlé dans ma toute première vidéo sur la chaîne tellement ça fait partie de mes indéboulonnables de la littérature jeunesse, donc pareil, je vous remettrai la vidéo en question dans le petit ainsi qu'en barre d'infos. Mais si vous voulez quand même un résumé en quelques mots, on va suivre Sauveur Saint-Yves qui est un psychologue qui va nous embarquer dans son quotidien, on va suivre ses consultations avec ses patients. Donc si déjà vous aimez les mécanismes de l'esprit humain, comment dénouer des situations bien particulières liées au vécu propre à chacun. Par exemple, si vous avez adoré la série En thérapie sur Arte, vous allez aimer Sauveur et Fils parce que, à mon sens, c'est la série la plus aboutie de Mario de Muraille. On apprend à aimer, à vibrer avec ces personnages au fur et à mesure des tomes qui nous permettent en plus de soulever tout un tas de problématiques toutes plus émouvantes ou drôles ou terribles les unes que les autres. Le tout avec beaucoup d'humour, avec beaucoup d'humanité. C'est déchirant, on s'esclaffe, on pleure, on frissonne, on s'indigne avec les personnages, bref c'est très incarné, c'est hyper bien maîtrisé, c'est encore une fois du grand Mario de Muraille, donc le tome 7 n'a pas fait exception à la règle et je suis la première ravie. Avec la troisième question, on va s'intéresser à une sortie de cette année que j'ai achetée mais que je n'ai pas encore pris le temps de lire et je me suis assez naturellement tournée vers un titre qui fait partie de ma pile à lire estivale, donc a priori il ne devrait pas rester non lu très longtemps et il s'agit de The Grace of Wild Things écrit par Heather Fawcett qui raconte l'histoire de Grace, une petite fille douée de magie mais apparemment ses qualités s'arrêtent là. En tout cas, c'est ce que les gens à l'orphelinat ont tendance à lui faire comprendre.
Un jour, elle va donc décider de s'enfuir et de demander à devenir l'apprentie d'une sorcière qui n'a pas extrêmement bonne réputation et qui n'est pas non plus enchantée à l'idée de la prendre sous son aile. Elles vont donc passer un marché. Si jamais Grace arrive à retenir le contenu du grimoire que va lui proposer la sorcière, elle l'apprendra en tant qu'apprentie. Par contre, si elle échoue, la sorcière s'emparera de ses pouvoirs et ce de manière définitive. On m'a vendu ça comme étant Anne de Green Gables avec des fées. C'est à peu près tout ce dont j'avais besoin pour sauter sur ce roman. Et si vous voulez mon avis, a priori ça devrait être d'ici la rentrée. Avec la question 4, on reste dans les sorties 2023, mais cette fois qui ne sont pas encore publiées et que j'attends de pied ferme. Et je pense qu'on peut en citer deux, à commencer par le nouveau roman signé par Maggie O'Farrell qui s'appelle The Marriage Portrait, qui sort en version originale le 1er juillet, et je crois que c'est prévu courant automne en France, donc on ne devrait pas avoir très longtemps à attendre entre les deux. Ce roman qui me fait tant envie, il se passe durant l'été 1561 et on va suivre une femme issue de la noblesse qui s'est mariée avec Alfonso, et ce dernier va lui demander de venir dans l'une de ses propriétés de façon un peu cavalière et inattendue, et quelque chose ne semble pas très net autour de cette convocation, et pour cause, puisque ce dernier a l'intention d'assassiner sa femme. J'ai volontairement pas voulu en apprendre davantage, mais je fais confiance à Maggie O'Farrell qui a le talent incroyable de nous livrer des portraits de femmes fortes et indépendantes et de questionner la maternité, la féminité, les relations de couple avec un talent et une dextérité époustouflante. Donc bien entendu que je me suis noté sa nouvelle parution. Et pour alléger, quoique un petit peu la thématique, j'attends aussi avec grande impatience le tome 7 du manga qui s'appelle Les Enfants d'Hippocrate. C'est écrit par Toshiya Higashimoto, l'auteur à qui on doit notamment Le Bateau de Thésée, l'une de mes meilleures séries de manga lues cette année, qui est un thriller psychologique à base de voyage dans le temps et d'empoisonnement général et de filiation. Bref, c'était super. Et là, on change complètement de registre puisqu'on suit l'histoire de Mako, un pédiatre qui a des problèmes avec son frère, qui a des problèmes avec son père et qui va nous embarquer dans son quotidien de pédiatre à l'hôpital aux côtés des enfants malades. Et ne vous attendez pas à quelque chose de tire-larme ou d'alarmiste. Bien sûr qu'il y a des passages qui sont un petit peu durs, mais c'est surtout très humain, très solaire, très lumineux. On parle de médecine, de lien entre le personnel soignant et les personnes qui sont malades, de l'accompagnement des familles, sur la vocation, sur les histoires de famille, le passé, comment choisir sa voie. Bref, c'est toute une foule de thématiques qui sont imbriquées avec beaucoup de soin et de talent par l'auteur. Et j'attends ce tome 7 depuis un petit moment, donc j'ai très hâte de pouvoir découvrir la suite des aventures de Mako. On va perdre quelques degrés niveau ambiance avec la question 5 puisque je dois vous parler de ma plus grosse déception de l'année. Et je suis la première désolée et surprise de vous parler de Broadway Limited, le tome 2. Je crois que c'est un chim-cham avec Fred Astaire. C'est toujours écrit par Malika Ferjou qui est publié aux éditions de l'École des Loisirs. Et je ne sais pas quoi vous dire, j'avais eu un énorme coup de cœur pour le premier tome qui est un roman choral qui va nous permettre de suivre l'histoire de Jocelyn, un petit français qui va débarquer à New York dans la fin des années 50, en plein dans le rêve américain, Hollywood, le jazz, le théâtre, Broadway, ce genre d'émulation culturelle qui vrombit et qui anime New York à cette époque-là. Et il va débarquer à la pension Giboulet, sauf que Jocelyn, en anglais ça se prononce Jocelyn et c'est un prénom féminin, et la pension Giboulet est exclusivement réservée aux femmes. Ce quiproquo ne va quand même pas l'empêcher de commencer son aventure américaine, et c'est l'histoire de ce jeune homme mais aussi de toutes les pensionnaires de Giboulet. Ça parle de théâtre, ça parle de comédie musicale, ça parle de jeunes filles qui ont des rêves plein la tête, qui vont tomber amoureuses mais qui veulent aussi, pourquoi pas, s'investir en politique. Et j'avais adoré, j'ai pas d'autres mots, et j'ai un peu tardé, c'est le cas de le dire, à lire ce deuxième opus. Et j'ai pas du tout retrouvé la magie, j'ai pas retrouvé mon attachement profond et viscéral et immédiat avec les personnages. J'ai pas trouvé que c'était un mauvais livre, mais c'est comme si toute la magie en avait été totalement extraite. C'était pas mauvais, je l'ai même terminé, mais ça n'avait rien à voir avec la découverte, avec cette première immersion dans cette ambiance. Malheureusement, je suis restée assez hermétique et je ne pense pas lire le troisième et dernier tome, c'est vous dire. C'est comme ça, il y a des rencontres qui se passent très bien au début et puis après, j'en sais rien, on s'habitue ou on s'était fait toute une image, peut-être on idéalise notre vécu du premier et les suites sont décevantes. Je sais pas à quoi ça tient, j'ai moins aimé. C'est comme ça, ne restons pas plus longtemps sur ce sujet. Fort heureusement, avec la question 6, on va remonter la jauge de l'enthousiasme puisque je dois vous parler de ma meilleure surprise de l'année 2023.
Et c'est un petit peu drôle parce qu'elle résonne avec la réponse que je vous avais faite l'année dernière, puisque si jamais vous vous en souvenez, je vous avais répondu que ma grosse surprise 2022, ou en tout cas pour le début de l'année 2022, c'était Le Clan des Autori, le premier tome Le Chant du Rossignol écrit par Liane Hearn, publié aux éditions Gallimard, parce que je m'étais totalement laissée embarquer par cette histoire de vengeance japonaise. Et quand j'étais en train de réfléchir à la vidéo de cette année, presque immédiatement j'ai pensé aux Chroniques de l'érable et du cerisier, écrit par Camille Monceau et publié également aux éditions Gallimard Jeunesse. Et on va également suivre une histoire qui se situe au Japon, début du XVIIe siècle, puisqu'on va suivre Ichiro, un petit garçon qui a été trouvé par son maître qui vit vraiment comme un ermite, comme un reclus en dehors de la société, mais qui va quand même le prendre sous son aile et l'élever dans la tradition de la voie du sabre. Sauf que quelque chose de terrible va se produire et Ichiro va se retrouver propulsé tout seul, jeté sur les routes pour essayer de se débrouiller, et c'est là que les prémices du premier tome, et je m'abstiendrai bien d'en dire davantage parce qu'il faut absolument que vous découvriez cette fresque historique qui se passe dans un Japon éminemment bien retranscrit. Le travail de recherche de Camille Monceau est juste remarquable. Sa plume, je ne vous en parle pas, et elle mêle à la fois histoire avec un grand H et destinée personnelle avec beaucoup de talent, avec beaucoup de finesse, avec une plume qui prend son temps, qui n'hésite pas à offrir de grandes respirations presque méditatives. C'est très sensoriel, c'est très sensuel, c'est texturé, c'est chamarré, c'est extraordinairement bien ficelé. J'ai adoré le rythme, les personnages, l'ambiance, et au fur et à mesure des 3 tomes que j'ai eu l'occasion de dévorer les uns à la suite des autres en une semaine s'il vous plaît, j'en ai même fait un vlog intégralement dédié, j'ai été totalement embarquée, c'est vraiment une excellente surprise. Énorme coup de cœur pour cette saga. Si vous ne connaissez pas, il va falloir y remédier dans pas longtemps. Je vous dis ça sans pression aucune, bien entendu. Vous pensez bien que je ne pouvais pas ne pas la citer au moment de la question 7, puisque je dois vous parler de ma nouvelle autrice favorite. Et zéro mystère, Becky Chambers a popé comme ça, évidemment dans mon esprit, parce que cette année j'ai découvert l'espace d'un an, j'ai enchaîné avec Libration et Archives de l'Exode. J'ai également lu Un psaume pour les recyclés sauvages et Une prière pour les cimes timides. En gros, il me reste La galaxie vue du sol, le tome 4 de la série des voyageurs, et son one-shot Apprenti par bonheur, et je serai à jour dans sa bibliographie, alors que je l'ai découverte il n'y a pas si longtemps que ça. C'est vous dire à quel point j'ai été embarquée par sa capacité à inventer un futur qui est à la fois hyper lointain de ce qu'on vit actuellement et en même temps tellement tangible qu'on pourrait presque le toucher du doigt, et on a presque envie de croire que c'est ce qui va se dérouler. C'est très bienveillant, c'est très inclusif, c'est bien décrit, c'est immersif tout en n'étant pas lourd parce que c'est de la science-fiction, mais on n'a pas des pages et des pages et des pages et des pages de mise en situation, on est tout de suite plongé dedans, c'est très visuel, moi je m'y projette comme dans une série Netflix. Les personnages sont attachant au possible, très nuancé. On n'est pas sur quelque chose de cucu où tout le monde est blanc ou noir. Au contraire, c'est très subtil et ça pose des questions philosophiques, éthiques, sociales. J'adore Becky Chambers. Dès que j'aurai terminé tout ce que j'ai à lire d'elle dans ma bibliothèque, je vais me précipiter sur internet pour faire des recherches en long, en large et en travers sur cette personne, sur son parcours, sur son lien avec l'écriture, pour en apprendre plus, pour comprendre davantage le personnage. Ce travail, je préfère le faire une fois que j'aurai tout lu, pour pas me laisser influencer et potentiellement me laisser la chance de tout relire avec ce nouvel éclairage que m'auront apporté ces recherches. Donc c'est vous dire mon enthousiasme, lisez Becky Chambers par pitié. Et on va passer très vite sur la question 8, puisque je dois vous parler de mon personnage principal et que j'ai très envie de vous répondre Omphale, de la duologie Une histoire de moine et de robot, encore une fois de Becky Chambers, parce que c'est un personnage très attachant, qui a à la fois une connaissance théorique presque illimitée, puisque c'est une intelligence artificielle, mais qui a les yeux et la capacité d'émerveillement d'un enfant. Le mélange de connaissances et de sagesse et de candeur rend ce robot mais tellement attachant, tellement émouvant et mignon et drôle. J'ai adoré le suivre sur 2 volumes. Mais allez, s'il faut quand même que je donne un autre personnage comme ça en parlant, je me rends compte qu'il y a aussi Anya de Spy Family dont je peux vous parler, puisque c'est une série que j'avais commencé à lire il y a de ça quelques années. J'avais lu le tome 1 et 2, j'avais bien aimé, mais j'avais totalement lâché l'affaire. Et je m'y suis remise cette année, j'ai tout repris de A à Z et j'en suis déjà au tome 8 de terminer. J'essaie de les faire durer au maximum, mais j'adore Anya, ce personnage de petite fille orpheline qui va être recueillie par Twilight,
un espion qui a pour mission de créer une famille complètement fictive pour que son enfant intègre un établissement scolaire dans lequel une figure politique qu'il doit approcher pour maintenir la paix dans le monde a scolarisé ses propres enfants, et la seule façon, la seule ouverture pour ne pas se faire repérer, c'est de passer par cette école. Il va donc adopter Anya, une petite orpheline qui est télépathe et qui est si drôle. Elle adore les cacahuètes, elle met les pieds dans le plat, et comme elle sait que son père est un espion et qu'elle comprend ce qu'il attend d'elle mais qu'elle est pas très bonne à l'école et qu'elle est gaffeuse et qu'elle est un peu caractérielle, bref, ça donne des étincelles. Rajoutez à ça une femme assassin qui travaille à la mairie pour essayer de se couvrir, mais qui va rejoindre un petit peu cette joyeuse assemblée pour essayer de se couvrir du mieux possible, parce que les femmes un peu suspectes à cette époque dans cette société, elles étaient refroidies assez rapidement. Donc cette famille totalement factice est hilarante, il leur arrive toujours mille et une choses. Mais il y a beaucoup de tendresse aussi et d'émotion qui s'infiltrent entre deux gags, et Anya, c'est personnage trop génial. Vous avez compris la chanson avec la question 9, j'étais tentée de répondre encore une fois Becky Chambers puisque je dois vous parler d'un livre qui m'a fait pleurer. Donc je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Hirayasumi, qui est publié aux éditions du Lézard Noir et que j'aurais également pu citer dans les livres qui m'ont rendue heureuse. Mais j'ai des images de quand j'ai commencé à le lire et qu'il y a un truc qui se passe qui m'a fait pleurer, qui m'a arraché des larmiches dès le début, alors que pourtant l'œuvre est très solaire. Et Hirayasumi, j'ai eu l'occasion de vous en parler à plusieurs reprises déjà sur la chaîne. On va suivre l'histoire de Hiroto, un trentenaire qui vit à Tokyo, qui se laisse vivre, qui n'est pas trop stressé par l'existence, qui a un petit boulot et qui aime bien passer du temps avec les personnes âgées de son quartier parce qu'ils s'entendent bien. Un jour, il va hériter d'une maison dans laquelle il va emménager avec sa petite cousine qui débarque à la ville pour faire ses études, et c'est tout simplement leur cohabitation et toutes les questions et tous les personnages qui gravitent autour d'eux. C'est hyper mignon, mais ça m'a quand même arraché quelques larmes, donc je l'ai mis ici, mais c'est un peu capillotracté parce que j'ai plus souri que pleurer, mais je vais pas répondre Becky Chambers à chaque fois, sinon vous allez avoir envie de me taper. À juste titre qui plus est, donc restons en bons termes s'il vous plaît. J'avais un peu anticipé sur l'énoncé de la question 10 puisque je dois vous parler d'un livre qui m'a rendue heureuse, et je me rends compte en tournant cette vidéo que 2023 a un peu été l'année du manga parce que j'ai pas eu beaucoup la tête et le temps de lire, ayant dû m'occuper de ma fille à plein temps pratiquement toute seule pendant 6 mois, et c'est compliqué de se dégager des grandes plages de lecture, donc les romans sont un peu passés à la trappe. Et j'avais très envie de vous répondre encore une fois Spy Family parce que j'adore mon expérience de lecture avec cette série aux côtés de ces personnages, c'est hilarant, et ce qui est drôle c'est que je suis très compliquée pour tout ce qui est bouquins d'humour, que ce soit les mangas, les romans, je ris assez peu, je suis pas très bon public, et j'avais peur parce que ce soit trop loufoque. À la base, avant d'ouvrir le premier tome, j'avais vraiment peur que ce soit de l'humour potache, pas fin du tout, et après quand je me suis rendu compte que ça passait hyper bien, j'avais peur que ça s'essouffle avec une série qui compte 10 tomes actuellement. Pas du tout, c'est drôle, et à chaque fois je sais que quand je vais ouvrir un Spy Family, je vais passer un bon moment, donc je les garde un peu pour quand les journées ont été bof ou que j'ai envie de me récompenser ou juste de me payer une bonne tranche de rire, je les garde exprès pour ces instants-là. Et ça fonctionne hyper bien, donc Spy Family m'a rendue heureuse. Mais je peux aussi vous parler d'un autre manga qui est hyper cool qui s'appelle Heaven's Design Team, qui s'est publié aux éditions Pika, et en gros le principe de base c'est que Dieu a mis 6 jours pour créer la terre, la mer, les océans, les plantes, etc. Et le 7e jour il a eu la flemme et il a fait appel à une équipe d'anges ingénieurs pour créer la faune et la flore. C'est-à-dire qu'il a des idées, il va vous dire tiens j'ai envie d'un truc vivant qui mangerait les feuilles les plus hautes des arbres mais qui n'aurait pas la capacité de voler, et c'est comme ça qu'est née la girafe. Donc en gros il a des idées, des envies, et il va tout simplement transmettre aux ingénieurs qui vont essayer de se creuser la tête pour proposer des prototypes et voir ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas, ajuster au fur et à mesure, et c'est très drôle, vraiment très drôle, et tellement instructif. Vous allez apprendre plein de choses sur des espèces diverses et variées. Et en plus, ces ingénieurs, ils sont loufoques à souhait. Ils ont tous leurs petites lubies, leurs marottes et leurs idées fixes. C'est hilarant. Il y en a une qui est toute mignonne et qui adore les animaux mignons mais ultra venimeux ou hyper vicieux.
Il y en a un qui est passionné par les chevaux et qui essaie absolument de faire passer son prototype de licorne qu'on lui retoque à chaque fois. Bref, ils ont chacun leur petite personnalité comme ça et ça fonctionne trop bien. À chaque fois que j'ouvre ce manga, j'apprends plein de trucs en rigolant comme une baleine, franchement, quoi demander de mieux? Et après toutes ces recommandations lecture fondées sur des arguments plutôt tangibles, sensés, qui reposent sur une forme d'intellectualisation de ce que j'ai lu, des contenus, et ben là on va passer totalement sur une question superficielle puisque je dois vous parler du livre le plus beau que j'ai acheté cette année et j'ai eu un petit peu de mal à trancher entre les deux, donc je vais vous en montrer deux. À commencer par God Killer, écrit par Anna Kanner. C'est de la fantasy un peu dark qui à ce jour en tout cas n'a pas été traduit en français. Je sais plus exactement de quoi est-ce que ça parle, mais je crois que c'est une personne qui tue des dieux comme son nom l'indique et il va se passer des choses terribles, le tout sur une terre dévastée et en proie à de nombreux complots et conflits d'intérêts. Bref, ça m'avait pas mal tapé dans l'œil à l'époque. Il est hyper mal noté sur Livre Addict, je suis un peu triste, mais j'aime beaucoup cette couverture avec cette grande lune, le titre qui est offert à chaud se sert avec des lianes qui viennent lui enserrer les bois, bref, j'aime beaucoup. Et autre très bel objet livre, cette fois on reste en France avec les éditions Gulfstream puisque je vous parle de Mystic Flown qui est écrit par Dana B. Chalice. Et je me souviens plus tellement de quoi ça parle, mais comme le sous-titre c'est le maître des arcanes, ça je me souviens que c'est de la fantasy qui tourne effectivement plus ou moins autour de l'univers du tarot. Et déjà la couverture en elle-même est très jolie, mais en plus vous avez une jaquette qui s'enlève avec une illustration juste en dessous comme ça. Et franchement, la couverture est très jolie dans cet effet noir et blanc avec un col foil violet comme ça rend très joli. Je serais bien en peine de vous refaire un résumé très sincèrement, mais quand j'ai lu la question beau livre, il a popé assez rapidement dans mon esprit, donc c'est plutôt bon signe. Et voilà, ce petit tour d'horizon, ce petit bilan lecture 2023 est maintenant terminé. J'espère vraiment qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à reprendre les questions et à y répondre dans les commentaires, à me faire des recommandations. S'il vous plaît, je suis hyper curieuse et preneuse de tout ce que vous aurez à cœur de me conseiller. Et en attendant de vous lire, je vous souhaite comme d'habitude de merveilleuses rencontres de papier et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao ciao!